Bienvenue encore. Bonjour docteur Hyacinthe, bonjour Issouf. Ça fait plaisir de vous revoir. Ça fait plaisir de revoir des mêmes personnes aux différentes sessions. On est très 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 heureux de recevoir Olivier aujourd'hui pour ce premier samedi du mois d'octobre. Donc je rappelle moi dédié à la cybersécurité. Donc Cybercafé, la communauté de passionnés et de professionnels du numérique s'attelle aussi également à travailler dans ce sens. Donc on a bien voulu organiser cette session autour de la blockchain. On en a déjà organisé, mais pas avec l'axe de la cybersécurité et qui avait été brillamment assuré par Suleiman Ouattara qui sera co-hôte aujourd'hui. Je rappelle, hein, ce sont les sessions qu'on a tous les samedis, donc pour les nouveaux. Ce sont des sessions de 30 minutes. On va essayer tant bien que mal de parler de blockchain et de cybersécurité. Donc aujourd'hui, la session sera organisée autour de quatre principaux axes. Trois. Donc notamment donc ce que c'est la blockchain et la cybersécurité. On va brièvement revenir sur ce que c'est la cybersécurité. Donc, Ok, Olivier, on va te laisser la parole, te permettre de présenter rapidement ton parcours et puis nous dire ce que tu fais. ok, très bien. Donc déjà un grand merci à Amadou hein, de m'avoir invité euh, à ce podcast. Je suis très content d'être là aujourd'hui, malgré les problèmes techniques. Pour me présenter, donc moi je suis Olivier Ando, j'ai 40 ans. J'aime me rappeler, j'ai grandi en Côte d'Ivoire jusqu'à l'âge de mes 19 ans et je suis arrivé en France il y a 20 ans. Donc pour ma passion qui était le basket et mes études, à l'époque c'était dans ce sens. Et depuis 5 ans, j'ai créé un cabinet de conseil qui s'appelle Skillix. On est dans le nord de la France, mais on rayonne, on va dire, au niveau national. En tout cas, nos clients sont au niveau national. Et on est spécialisé sur la cybersécurité et le cloud. C'est vraiment les deux pendants que j'ai voulu adresser. On ne voulait pas être généraliste, mais on s'est concentré sur ces domaines d'activité. Parce que de un, ça fait partie de la formation que j'ai pu avoir, de la formation universitaire. Et puis, dans le domaine dans lequel j'ai pu progresser avant de créer mon entreprise. On est une quinzaine de collaborateurs, principalement donc des ingénieurs, des architectes, des tech leads. Et on a une particularité, c'est que j'ai voulu créer une ESN un peu différente. On a un modèle de management dit libéré, qui veut dire beaucoup de transparence, beaucoup de responsabilité pour les collaborateurs. Et la transparence, ça va jusqu'au niveau des salaires. Tous les salaires sont connus dans l'entreprise, les TGM sont connus, c'est pas des sujets tabous, même s'ils ne sont pas des sujets faciles. Mais moi, j'ai pris le parti pris d'avoir une entreprise basée sur la confiance et la responsabilité. Donc, voici un peu la particularité de Skillix. Et sinon, moi, je suis papa de deux enfants et sportif dans l'âme. Voilà. D'accord, ok, bah, ça fait plaisir et merci pour cette présentation et pour le travail déjà réalisé. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, qu'est-ce que la blockchain et comment est-ce qu'elle fonctionne? Bah, blockchain, on en entend beaucoup parler, mais c'est un sujet qui est, je dirais, la définition est relativement simple. C'est une technologie, on va dire, une technologie qui permet de faire des transactions ou partager de la valeur de pair à pair via un registre qui est distribué. Donc, de pair à pair, qu'est-ce que ça veut dire on va parler par exemple de la blockchain la plus connue qui est Bitcoin, permet d'envoyer une transaction sans passer par un tiers de confiance. Un tiers de confiance dans la vie, on a tous été confrontés à ça hein, lorsqu'on veut par exemple envoyer de l'argent à notre famille par un service comme un Western Union ou par une banque. On demande en quelque sorte la permission à la banque ou à Western Union d'envoyer de l'argent ou de la valeur. Ou en tout cas, eux nous proposent ce service et sont au milieu de la personne qui envoie l'argent et finalement décide de le faire en un droit de vie ou de mort, hein, excusez-moi l'expression, sur cette transaction. Dans un réseau blockchain, on n'a plus cet intermédiaire. Euh, le réseau est défini pour permettre d'envoyer une transaction
directement à la personne sans passer par un intermédiaire. Donc c'est pour définir, c'est ça la blockchain, un réseau de pair à pair qui permet de se passer des intermédiaires pour envoyer de la valeur, une transaction ou n'importe quel élément. Et c'est aussi un registre qui est distribué, en quelque sorte, une grosse base de données qui est répartie à travers le globe, et qui est partagée par tout le monde et qui est immuable, tout simplement. Donc je ne sais pas si c'est très clair, hein, mais en tout cas, retenez qu'on peut envoyer des transactions directement à une personne sans passer par un organisme qui est intermédiaire. Et c'est un registre qui est D'ac- distribué à travers le monde. D'accord, d'accord. Donc, effectivement, de cette présentation, peut-être aussi également déjà définir un peu ce que c'est la cybersécurité et surtout, en quoi est-ce que la blockchain peut renforcer la cybersécurité? Comment est-ce Mais, qu'on peut utiliser la blockchain dans le cadre de la sécurisation des systèmes d'information? mais déjà voilà, la blockchain, ce qu'il faut retenir, ça reste une technologie ou on va dire un élément de stockage, mais qui a des particularités qui, pour moi, répondent aux fondamentaux de la cybersécurité, avec même des éléments supplémentaires. De façon très scolaire, moi je me rappelle, hein, j'avais un professeur qui nous a beaucoup, qui avait un fort leadership et qui nous a beaucoup impacté dans notre approche de la cybersécurité et qui disait la cybersécurité devrait répondre à trois aspects qu'il nommait CIA. Donc CIA, à quoi ça correspondait? C'était le C pour la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Donc ces éléments-là, ce trio permettait en tout cas d'avoir une approche sécuritaire sur un sujet et ainsi de suite. Bah, la blockchain répond clairement à ces éléments-là. La confidentialité, euh, c'est notamment le fait c'est pas d'être anonyme, d'être pseudonyme. Donc, lorsqu'on est sur une blockchain, on ne sait pas forcément qui est derrière une adresse, parce qu'en fait, on a cette notion de clé publique, clé privée. Donc, je peux partager ma clé publique, qui est comme un IBAN, notamment euh, en banque, et ma clé privée me permet de valider des transactions ou de signer des transactions. Donc, on a cette notion de confidentialité qui est très forte. C'est pas anonyme, c'est pseudonyme, ce qu'il faut retenir, qui est très forte dans la blockchain de base. La notion d'intégrité, une donnée qui est mise dans la blockchain ne pourra pas être falsifiée. Donc on est sûr que notre donnée, en tout cas la donnée qu'on voit ou qu'on lit, est véridique. D'ailleurs, à l'époque, il y a quelques années, où souvent ceux qui sont anti-blockchain disent oui, c'est un réseau utilisé à des fins malveillantes, pour faire des transactions illicites, et ainsi de suite. J'ai envie de dire oui, peut-être il y a 10 ans, parce que la technologie n'était pas connue. Mais il y a 30 ans, pareil, sur Internet, peu de gens utilisaient Internet, donc forcément, le grand banditisme a toujours une longueur d'avance. Et les gens avaient donc cette longueur d'avance et utilisaient à des fins malveillantes. Aujourd'hui, ça serait fou de, d'utiliser la blockchain, en tout cas à grande échelle, à des fins malveillantes, parce que, déjà, il y a la notion de traçabilité dont je parlerai tout à l'heure, on laissera des traces à vie. Donc, cet élément-là est fondamental. Et puis la disponibilité, on en parlera peut-être tout à l'heure, hein. C'est un réseau qui est, pour parler en tout cas des grosses blockchains comme Bitcoin et Ethereum, qui est fortement distribué. Il y a des nœuds, donc un nœud, on va dire, c'est l'équivalent d'un serveur qui est distribué à travers le monde entier. Donc pour le rendre indisponible, il faudrait avoir la possibilité de hacker le réseau tout entier, ce qui est aujourd'hui économiquement quasiment impossible. Donc on a aussi cette notion de disponibilité très forte. Et après, d'autres paramètres qui pour moi vont servir à la cybersécurité, c'est la notion de traçabilité, hein, j'en ai parlé un petit peu, c'est que on peut tracer toutes les transactions euh, qui se passent dans la blockchain, puisqu'elles sont immuables et restent à vie. Donc de la première transaction qu'il y a pu avoir dans blockchain, et on peut les retrouver très facilement, et on ne peut pas les effacer. Et puis la notion aussi de certification, qui rejoint un petit peu aussi ces éléments. Lorsque une donnée est dans la blockchain, elle est certifiée, elle ne bougera jamais. Donc pour moi, ça, c'est un vrai plus de pouvoir intégrer, en tout cas d'avoir ces concepts-là dans des solutions de cybersécurité. D'accord, d'accord. Voilà. Ouais. Je pense que effectivement, j'ai fait un peu le tour, expliquer un peu pourquoi et comment la blockchain peut contribuer à renforcer la cybersécurité. Et j'avais peut-être envie de poser une question sur la particularité des données sensibles.
Donc, est-ce qu'il y a peut-être un levier ou il y a un angle à prendre pour pouvoir sécuriser davantage les données sensibles via la blockchain? Bah oui, moi j'en ai parlé, on va beaucoup tourner autour de ce que j'ai dit auparavant sur la notion de CIA, de la confidentialité aussi. Euh, la blockchain, déjà, on aura certes accès, on pourra avoir accès à certaines données, mais ces données seront chiffrées. Donc la notion de chiffrement, elle est très importante, hein. C'est du chiffrement asymétrique, hein, clé privée, clé publique. Euh, on est sur des protocoles aujourd'hui qui ne sont pas à remettre en question. Mais ce qui est encore plus puissant, pourquoi on appelle la technologie chaîne de blocs, c'est que lorsque notamment des transactions, une donnée est chiffrée dans un bloc, elle contient un hash. Et le dernier bloc contient aussi un hash du bloc précédent. Donc, ce qui fait qu'il y a deux notions de hash. Le hash du premier du bloc qui est en train d'être validé et celui des blocs précédents. Et donc, un bloc contient, je dirais, au final, c'est comme si c'était la somme de deux hash, mais le hash précédent contient les informations de tous les blocs des anciens blocs. Ce qui fait qu'il y a une difficulté là qui est assez phénoménale. Et donc, on peut vraiment avoir un niveau de chiffrement extrême, surtout sur des blockchains qui ont déjà du vécu. Donc, en termes de confidentialité, d'intégrité de la donnée, on est vraiment à un niveau qu'on n'aura pas, qu'on ne pourra pas trouver, j'ai envie de dire, dans une solution interne. Et là, je parle vraiment aussi, ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est qu'il y a différents types de blockchains. Il y a des blockchains publics comme Bitcoin et des blockchains privés. Moi, je parle là vraiment, je suis vraiment sur les aspects de blockchain public. Et là, entre guillemets, l'usage n'est plus à démontrer. On a dépassé le cas du proof of concept et on est sur des niveaux de sécurité maximales, puisqu'une blockchain publique est tout le temps, j'ai envie de dire, tout le temps attaquée et résiliente. Et même, le terme pour moi est même antifragile, puisqu'à chaque fois qu'il y a une transaction qui est faite, la blockchain devient de plus en plus difficile à hacker et de plus en plus sûr. Donc vraiment la notion de clé asymétrique, plus le hash qui est intégré dans le bloc qui va être validé, qui contient le hash des blocs précédents, rend vraiment la sécurité maximale. N'hésite pas, Amadou, hein, si D'accord, tu... d'accord. Non, Ouais. non, je vois que c'est très intéressant, c'est très clair. Ça me fait penser, je me dis, effectivement, parce que là, on parle de la blockchain, effectivement, pour protéger son système d'information, quand on sait que la cybersécurité ou la sécurisation d'un système d'information, c'est plusieurs actes, hein. C'est autant la gouvernance, la protection, la capacité à pouvoir détecter et à répondre à un incident de sécurité et à pouvoir être résilient. Est-ce qu'on peut imaginer l'utilisation de la blockchain pour améliorer la détection des attaques cybersécurité, par exemple? Là, moi, je vais plutôt parler de projets. On peut imaginer des choses. Maintenant, comment dire, la blockchain reste pour moi, ça reste un outil. C'est pas un outil magique. En elle, toute seule, je dirais, oui, on peut améliorer la détection, mais en s'appuyant notamment aussi sur d'autres technologies. Donc, moi, j'ai parlé tout à l'heure de la notion de confidentialité, d'intégrité. On sait que on met une information dans la blockchain, elle est immuable. Donc, en termes de sécurité, déjà, on apporte des choses. Maintenant, pour la détection des événements, je dirais que couplé à différents outils, oui, on peut améliorer les choses. Par exemple, moi, comment j'imagine, hein, la blockchain reste d'une certaine façon aussi un élément de stockage. Euh, Si on y intègre les informations des événements de sécurité pour analyse, on est sûr qu'en tout cas, ces éléments-là ne seront pas à remettre en question. Maintenant, je dirais coupler notamment une intelligence, par exemple, à une IA euh, euh, pour, euh, pour en tout cas analyser les éléments malveillants, on peut commencer à construire des choses intéressantes. Il y a des projets d'études euh, qui sont en cours sur ces sujets-là, couplés à un IDS plus une IA pour aller encore plus loin. On commence à construire des choses, on peut commencer à construire des choses vraiment avec un niveau de sécurité et un niveau d'expertise très fort. De toute façon, on voit que l'IA est en train de bouleverser nos façons de travailler
dans la vie de tous les jours, mais même nos façons de faire de la cybersécurité. Si je dis pas de bêtises, hein, mais du Sentinel-One aujourd'hui euh, commence à ajouter des éléments d'intelligence artificielle. Ça, couplé à une solution blockchain, je pense qu'on commence à faire des choses vraiment poussées. Et moi, j'imagine notamment aussi, c'est aussi des éléments d'études, hein. Clairement, là, il n'y a pas encore de solutions qui sont sorties, mais des éléments d'études où on parlait de blockchain public, et Bitcoin, comme je l'ai dit, hein, même s'il y a de la confidentialité, mais toute personne dans le réseau est en capacité d'aller regarder une transaction sans savoir qui y a derrière, mais, bah, en sachant, OK, cette adresse a eu tel comportement, a fait telle transaction. Donc, il y a cette notion aussi, je dirais, de collaboratif. Moi, j'imagine par exemple que demain, il y ait, pourquoi pas, une blockchain dédiée à la détection d'événements où la communauté vient rajouter des éléments, vient rajouter des informations, et avec par exemple une intelligence artificielle. Et dès qu'il y a un événement particulier, la communauté est en capacité, soit l'IA est en capacité d'analyser un comportement étrange et donc informe toutes les personnes de la communauté, ou tout simplement des gens qui analysent les nouveaux événements. Et là, s'il y a quelque chose aussi de particulier ou une nouvelle faille, toute la communauté peut être informée très rapidement. Et ça, on le voit, hein. Là, on est sur LinkedIn, mais j'imagine que vous avez potentiellement des comptes sur Twitter. Vous pouvez aller, hein, vous tapez Whale Alert, Whale comme baleine en anglais, Alert. Il y a des API qui surveillent la blockchain Bitcoin, et lorsque un, un portefeuille ou un wallet, une personne derrière qui est pseudonymisée, a fait bouger un vieux portefeuille, par exemple, avec énormément de Bitcoin, mais toute la communauté est au courant et est alertée. Et moi, je me dis qu'on pourrait faire le même parallèle sur la détection d'intrusion en ayant une blockchain potentiellement communautaire qui permet d'être alerté dès qu'il y a de nouveaux événements qui arrivent. Et ça, couplé à une IA, je pense qu'on peut commencer à faire des choses très puissantes. Par contre, comme je l'ai dit, hein, ça reste encore des sujets d'études, de travail. Après, je pense que tout ça doit aussi se normaliser et c'est des gros projets. Donc voilà un peu comment Ex- j'imagine des choses. Ouais. Exactement, exactement. En tout cas, merci, Mm. merci pour ces précisions. Ouais. Je vais Et j'ai peut-être laisser même, la parole à... si je peux me permettre, Oui, même, je pense aussi, hein, comme ça, là, en discutant, un autre élément. Par exemple, on voit que sur les antivirus, souvent, c'est une base virale qui est mise à jour et ainsi de suite. Et un des moyens de contourner, c'est de modifier les signatures euh, de l'antivirus et ainsi de suite pour qu'un événement malveillant ne soit pas vraiment perçu par l'outil. Mais là, clairement, sur une blockchain, euh, l'attaquant, le pirate ou le logiciel ne sera pas en capacité de pouvoir modifier la signature. Parce que, en fait, les ressources nécessaires pour le faire ne seront pas à sa possession. Donc, c'est aussi une façon aussi de renforcer la sécurité de nos outils. d'accord. Je crois que c'est très clair. Merci, merci pour ces précisions. Je vais peut-être laisser la parole à Suleiman. Peut-être qu'il y a des questions. Euh, je Allô, sais on pas si m'entend? tu nous entends, Suleiman. Oui, on t'entend très bien. D'accord. Alors, merci Olivier pour ces éléments de réponse. Je crois que ça a été clair et très limpide sur voilà, la définition de la blockchain et son utilité dans la cybersécurité. Donc moi, j'aimerais aborder le deuxième axe, voilà, d'où les défis, les limites, voilà, de son utilisation. Donc la première question qui me vient, c'est quels sont les défis, voilà, liés à la mise en œuvre de la blockchain en matière de cybersécurité? Ben, en matière de cybersécurité, je vais peut-être pas m'arrêter qu'à la cybersécurité, permettez-moi, mais je dirais aussi, il y a la notion de scalabilité, euh, parce que lorsqu'on veut commencer à faire des architectures professionnalisées, des architectures résilientes, avec des temps de réponse forts, et ça c'est aussi un défi aussi de cybersécurité, hein, parce que si on a du retard sur nos temps de réponse et ainsi de suite, ben forcément notre sécurité sera mise à mal. Donc la notion, je dirais, de scalabilité, c'est un vrai, vrai sujet dans les blockchains. Et même des fois, pour répondre à ces problèmes de scalabilité, pour avoir de bons temps de réponse, on est obligé de rajouter ce qu'on appelle souvent des layers 2. Donc c'est une surcouche qu'on en rajoute à la blockchain pour répondre à ces problématiques-là.
et pour des coûts de rapidité, même de sécurité. Mais lorsque pour moi on rajoute déjà c'est un coût. Et deuxièmement, lorsqu'on rajoute une couche, bah, euh, potentiellement on rajoute des failles. Donc ça, c'est un vrai sujet. Aussi, les limites que je peux voir là aussi pour le grand public, je vous ai parlé de clés privées, clés publiques, c'est très bien, c'est top parce qu'on a un niveau de sécurité qui est vraiment au rendez-vous. Mais maintenant, en tant que personne, comment je fais pour sécuriser ma clé privée? Ça, c'est des sujets qui reviennent très souvent. Donc même encore plus pour le grand public et même en tant qu'expert. C'est que, OK, j'ai une clé privée, mais cette clé privée, je la laisse chez moi. Si je la laisse chez moi et que je me fais cambrioler, ben, qu'est-ce qui se passe? Donc ma sécurité, elle est caduque. Euh, Pareil, ma maison brûle, qu'est-ce que je fais? Ou je fais confiance à quelqu'un, mais est-ce que je peux vraiment faire confiance à cette personne-là? Donc pour moi, c'est des vrais sujets où sur mon ordinateur est verrouillé, mon téléphone, je perds ma clé privée. Donc là, du coup, ma sécurité est tout de suite remise en question. Après, il existe aussi d'autres. Il y a des outils, hein, je ne sais pas si vous connaissez, mais Ledger, pardon, qui est une licorne qui permet de sécuriser les clés privées. Mais pareil, cet objet, qu'est-ce que j'en fais? Ils ont mis en place un service qui s'appelle Ledger Recovery. Et si vous allez voir, ça a créé un peu le buzz dans la communauté des puristes, parce que le principe, c'était de se dire, ma clé privée, je la découpe en trois et je la donne à des tiers de confiance. Ce qui est pas mal. Mais les puristes diront, oui, mais on fait confiance à des tiers de confiance. Mais moi, j'ai envie de dire à un moment, dans la sécurité, il y a finalement le rêve et la réalité. C'est déjà pas mal de se dire qu'on découpe la clé en trois et en plus on la donne à des intermédiaires totalement différents qui sont même qui sont sans doute concurrents et donc on limite les risques. Donc ça, c'est aussi, entre guillemets, les sujets sur lesquels, en termes de cybersécurité, la blockchain doit évoluer. Et les failles aussi dans les smart contracts, très rapidement, c'est des contrats qui sont distribués sur la blockchain et qui s'exécutent si on remplit des conditions. Et ces conditions, c'est pas l'homme qui va dire si on a atteint les conditions, c'est des programmes ou des oracles. Et pareil, malheureusement, ces smart contracts peuvent peuvent avoir des failles. Et donc, si c'est hacké, on peut perdre soit son niveau de sécurité, soit énormément de fonds. Et ça, c'est des vrais sujets. Voilà un peu quelques limites. Après, je pense à la compétence aussi des personnes, hein. On sait que les experts ne courent pas forcément les rues. euh, Ne courent pas forcément les rues. Donc, comment on fait monter en compétence les individus sur ces technologies, comment on sécurise les smart contracts, et ainsi de suite. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je pense que Ok. voilà, c'est très clair. Donc, la deuxième question, en fait, dans euh, ta présentation, aussi dans ton intervention, tu avais parlé même voilà, du fait que la blockchain serait quasiment impossible, voilà, à hacker, n'est-ce pas? Donc, souvent aussi dans les recherches, on entend parler de la taxe 51% et tout. Voilà, donc ça veut dire que en théorie, la blockchain peut être hackée, en théorie. Donc, Tout la à fait. pratique, voilà, c'est un peu difficile. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est si en théorie, la blockchain peut être hackée, comment fait-on pour pouvoir la protéger dans ce cas? Ah, comment on fait pour la protéger? J'ai envie de dire, Oui. l'attaque à 51%, si elle arrive, on peut rien faire. Faut être honnête. Mais j'ai envie de dire, tout dépend sur quelle blockchain on part. Aujourd'hui, Bitcoin, faire une attaque à 51% aujourd'hui est quasiment infaisable parce que les moyens demandés euh, sont phénoménaux. Qu'est-ce que c'est l'attaque à 51%? C'est dire que je prends possession du réseau, donc j'arrive à fournir plus de 51% de la puissance de calcul nécessaire pour pouvoir contrôler le réseau. Donc, sur une petite blockchain, ça peut arriver souvent, surtout quand elle vient de naître. Sur Bitcoin, ça représente des milliards et des milliards. Donc, techniquement, c'est possible, mais dans les faits, il faudrait que ça soit commandité par, je ne sais même pas qui est-ce qui a cette capacité financière, de ressources et ainsi de suite. Et c'est vraiment ça qui rend le réseau vraiment fort. Parce que ça veut dire qu'il faudra arriver, il y a énormément de nœuds dans le monde entier. Et donc, en théorie, c'est possible. Dans la pratique,
c'est très très complexe de pouvoir organiser tout ça. Donc même un État, je ne sais même pas si un État a la capacité à le faire. Donc, donc comme on dit, le risque zéro n'existe pas, mais pour vraiment arriver à le faire, c'est quasiment de l'ordre de l'impossible. Donc je ne pourrais pas dire que euh, théoriquement, oui, on peut le faire. Dans la pratique, aujourd'hui, c'est plus faisable. Et comme je l'expliquais, à chaque fois qu'il y a une transaction toutes les 10 minutes sur Bitcoin, hein, qui est, qui est- qui a un nœud pardon, une transaction, un bloc, pardon, qui est validé, ben le réseau devient de plus en plus euh, résistant à la censure, aux attaques et ainsi de suite. Donc, dans le temps, ce réseau est de plus en plus sécurisé. Donc, le temps joue pour nous, en fait, en vérité. C'est D'accord. bien noté. C'est bien noté. Merci, D'accord. oui. Donc, merci Olivier pour ces précisions. Je crois qu'on a un sujet super intéressant. On est très, très, très heureux de t'avoir. Donc, ce sont des sessions de généralement 30 minutes. Donc, on va se permettre un petit dépassement de temps de 5 Ok, minutes pas de avec souci. l'autorisation d'Olivier, bien sûr, notre speaker et des éditeurs. On a deux, trois dernières questions. Ensuite, après, Sunkalo pourra poser sa question ou intervenir s'il le souhaite. Et vous aussi, vous pourrez lever la main et poser les questions. Aujourd'hui, en tant que dirigeant d'entreprise, est-ce que vous avez des demandes de prestations sur des problématiques de blockchain et de cybersécurité? Et quels sont ces types de prestations sur lesquelles vous êtes sollicité ou vous intervenez aujourd'hui? Aujourd'hui, on a encore, même si le sujet, finalement, Bitcoin a été créé en 2008, si je dis pas de bêtises, fin 2008, on a encore plus beaucoup de gens qui s'interrogent. Donc, c'est plus de l'initiation, de la sensibilisation, de la curiosité, en tout cas à mon niveau. Donc, des gens qui veulent comprendre euh, pourquoi, pourquoi, pourquoi cette technologie, qu'est-ce qu'elle peut vraiment apporter, quel cas d'usage, comment l'intégrer et ainsi de suite. Moi, aujourd'hui, j'ai plus ces demandes-là. Mais après, dans les faits, des entreprises qui sont uniquement dédiées à ce service, parce que comme je l'ai dit, hein, nous, c'est cybersécurité et cloud, et la blockchain, pour nous, on le voit comme un outil. On voit plus des demandes autour de la certification. Donc, on peut voir dans la logistique, s'assurer que finalement, euh, que tous les process logistiques ont été respectés par des fournisseurs et ainsi de suite. Moi, souvent, j'appelle ça un peu de la blockchain bullshit, excusez-moi l'expression, parce qu'on n'a peut-être pas forcément besoin d'une blockchain. Ça, c'est un vrai sujet. C'est toujours se poser la question pourquoi utiliser la blockchain dans un projet. Parce que c'est pas anodin, c'est un coût d'infrastructure, c'est un coût de mise en œuvre. Donc, dans certains cas, peut-être qu'une bonne base de données serait suffisante, distribuée. Mais par contre, si on veut commencer à faire des services à l'échelle mondiale, où on veut vraiment tout automatiser avec des smart contracts, avec le fait de se passer de tiers de confiance, parce qu'on veut mettre un niveau de sécurité au maximum, et ainsi de suite, là, ça a du sens. Donc voilà, aujourd'hui, moi, je dirais plutôt dans mon périmètre, c'est plus de l'initiation, c'est plus de l'acculturation, et puis ben, montrer les intérêts. Merci, merci Olivier pour ces réponses. Je pense qu'on pourra l'enrichir avec les questions. Est-ce que Sunkalo veut poser une question ou intervenir? Si toutes ces personnes qui veulent intervenir ou Oui, poser des bonjour. questions, vous avez juste à lever la main. Oui, bonjour Sunkalo, on vous écoute. Est-ce que vous avez une question pour Oui, Olivier ou des choses à oui, en rajouter? fait, j'ai une question pour vous tous. C'est que c'est vrai qu'il y a eu un cas d'école qui s'est passé il y a quelques années où il y a une personne qui a perdu un disque dur rempli de Bitcoin qu'il ne l'a jamais retrouvé. C'est un Australien. Tout à Et fait. justement, par rapport à la protection, est-ce qu'il n'est pas préférable de passer par un cloud pour assurer en fait une PRA qui est correcte? Ben, En cas de perte, est-ce qu'on peut faire une restitution? Est-ce qu'on peut refaire une reconversion? Est-ce qu'on peut en fait rechercher et trouver si c'est sur un serveur? Moi, je pense que c'est c'est possible. c'est une très bonne question, parce que ça touche aussi à des questions de sécurité. Euh, mais oui, effectivement, la sécurisation de sa clé privée est fondamentale. On a une possibilité, c'est peut-être passer par comme des plateformes centralisées. Moi, je n'y crois pas, c'est pas l'avenir et c'est même pas les fondamentaux de la blockchain. Donc, je dirais, à l'époque aussi, quand cette personne a perdu sa clé privée, c'était aussi une époque où il y avait très peu de services. Je vous ai parlé de Ledger.
qui va fournir un service qui s'appelle Recovery, où finalement la clé privée va être éclatée en trois et mise chez différents tiers de confiance. Là, on a une forme de décentralisation et on est certain qu'il n'y a pas une entité qui pourra baisser le rideau et puis finalement partir avec les fonds. Donc, moi, je crois plus en ces services-là parce que mettre sa clé privée sur un serveur, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, si le serveur est vérolé, qu'est-ce que je fais? Si le serveur tombe en panne, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il est redondé? Et ainsi de suite. Donc là, du coup, ça entraîne les mêmes problématiques. Et après, il y a d'autres sujets, hein. Il existe, par exemple, le projet Gnosis, GNOSSIS, qui permet de partager la clé privée entre personnes de confiance. Donc, si je veux utiliser ma clé privée, je dois avoir la validation de telle ou telle personne. Et comme ça, on peut créer une chaîne de confiance entre personnes. Et puis, de toute façon, s'il doit y avoir une action, tout le monde sera prévenu. Donc, moi, je crois plus à ce type de système et de Après, protection. pour être franc avec vous, ayant travaillé dans plusieurs data centers, dont OVH, CGDIM et Critel, ils ont quand même une certaine qualité de service. Donc, je pense que on peut, entre guillemets, leur faire confiance. Personnellement, j'aurais plus confiance à un data center qu'à une tierce personne. Oui, oui, ça, je vous rejoins. Mais après, c'est une fois de plus, il faudra avoir la compétence pour pouvoir monter en place quelque chose de redondé. Par exemple, nous, on Ah oui, travaille tout à sur le... fait. Voilà. Donc, Ça, c'est la logique de base. mais c'est pas S'il n'y a forcément. pas de redondance sur un serveur, c'est même pas la peine. Ben, c'est pas forcément donné à tout le monde. Par exemple, un ingénieur cybersécurité, s'il ne fait que ça, n'aura pas forcément les compétences infrastructure pour mettre en place, on va parler du cloud, un VPC qui permette de mettre de la haute dispo entre les VPC ou les régions. Donc ça demande aussi derrière Une certaines certaine connaissances, compétence. une certaine Ah compétence. oui, Ben oui, tout voilà, à fait. voilà. Et alors ça, c'est encore plus vrai pour le grand public. Donc, donc voilà. Mais je vous rejoins si vous avez la capacité. Et puis après, il faut savoir bien chiffrer aussi son serveur. Qui a accès au serveur et ainsi de suite. Parce que la clé privée reste la clé de voûte de tout le système. Et moi, j'ai envie de dire, euh, par les bonnes pratiques de sécurité, sur la clé privée, vaut mieux utiliser un, un cold wallet qu'un hot wallet. Donc finalement, un storage à froid qui est déconnecté du réseau et qui est déconnecté d'Internet. Parce qu'à partir du moment où on est connecté sur Internet, ben, tout est possible. Ah oui, tout à fait, bien sûr. Mais Voilà. Ouais. maintenant, comment on peut mettre en place une solution hors Internet sans avoir la crainte de perdre ses données? Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Il y a cette notion de code wallet, soit il faut les dupliquer. C'est un vrai sujet, hein. C'est un vrai sujet. Il faut les dupliquer. J'ai parlé de solutions où on a besoin de plusieurs intermédiaires pour valider. Imaginons, je suis dans mon entreprise, il y a des cofondateurs, il y a un banquier. Ils participent à cette chaîne de confiance. Et là, on est sûr que si une des personnes potentiellement disparaît ou si une des personnes a un problème, ben, on peut quand même récupérer. Moi, je crois plus à ces niveaux de sécurité-là, ces moyens de sécurité qui sont en dehors d'Internet. En tout cas, merci Olivier, merci Sophie. Franchement, vous avez vraiment très bien répondu à ma question. Donc maintenant, je suis rassuré. Ben, C'est vrai parfait, que, non mais, parfait, pour être franc Non, avec vous, mais c'est que c'est l'être important. humain reste l'être humain. bien sûr. Donc, est-ce que je dois faire confiance à un être humain ou est-ce que je dois faire confiance à une machine? Ben, moi, je dirais, si on part des principes de la blockchain, c'est un réseau sans confiance. J'aurais pu rentrer plus dans les détails, mais c'est un réseau sans confiance. Donc, il a été mis en place pour ne avoir confiance en personne, dont l'être humain et ainsi de suite. Donc, il y a d'autres moyens. Après, on est dans la vraie vie. On a un moment besoin de l'humain, mais on peut faire en sorte de contrôler la dépendance à l'humain. D'accord. Voilà. Vous avez super bien répondu à ma question. Je vous remercie beaucoup. De rien. Merci à vous deux, merci pour ces échanges assez enrichissants. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions des personnes qui sont connectées, si vous voulez souhaiter intervenir. En tout cas, merci encore Olivier, merci Sunkalo pour la question et l'intervention. On a dépassé le temps de 7 petites minutes. On avait plein de sujets, je pense que vous imaginez bien, mais voilà, l'idée c'est de rester précis, concis et efficace et tenir dans le temps. Enfin, merci encore Olivier d'avoir Et accepté si je dois faire une l'invitation. dernière remarque, Allez-y. Cybercafé, c'est génial. La personne qui a créé le concept
Franchement, elle est super intelligente, mais c'est vrai que parfois c'est trop court. Ah, Bien, merci pour le compliment. Effectivement, c'est des choses qui nous reviennent, mais comme j'ai dit, on se donne 30 minutes tous les samedis pour vraiment essayer de rester vraiment focus sur l'axe Un sujet bien qu'on aura choisi. particulier. Exactement. Et voilà, on se dit, quitte à le reprogrammer, on pourra le reprogrammer avec Olivier, bien évidemment, s'il est disponible. Donc, moi, avec samedi plaisir, prochain, hein. Amadou, ouais, avec plaisir, hein, s'il faut continuer les échanges sur différents sujets, parce que j'aurais pu parler de Decentralized Identity, j'ai vu aussi du Web3, de la DeFi, comme ex- Souleymane, donc avec plaisir pour continuer exactement. à échanger. Exactement. Et sinon, Écoute, juste une dernière petite question, je vais vous embêter un petit peu. Est-ce qu'il est possible d'avoir des replays? exactement. La session est enregistrée et les sessions sont disponibles sur YouTube, sur la page YouTube de Cybercafé. Ah, je ne savais pas. Ouais, les Est-ce que sessions je sont pourrais disponibles avoir sur le le canal. nom de la chaîne, s'il vous plaît? C'est juste Cybercafé. Vous tapez juste Cybercafé sur YouTube, vous aurez la session. Là, le temps que je fasse les montages et je vais la publier normalement aujourd'hui ou sinon demain au pire. Bah écoutez, il n'y a pas de souci. En tout cas, c'était Merci. un sujet super intéressant. Merci. Exactement. Merci à vous. Et puis, pour le mois de la cybersécurité, on aura d'autres sujets. On aura d'autres interventions tout le long du mois d'octobre et encore plus. Donc, n'hésitez pas à nous remonter des speakers que vous connaissez, des sujets sur lesquels vous souhaitez voir des personnes intervenir et puis on saura les programmer tous ensemble. Merci encore à toi, Olivier. Avec Excellent plaisir. week-end à tous. Et surtout, rendez-vous samedi prochain pour la 30e ou la 29e session. Donc, ça fait 29 samedis qu'on est là. On est proche des 100 sessions et ça fait plaisir. Merci encore à tous et très bon week-end.